Oui, mesdames et messieurs, lorsque on m'a demandé de vous traiter de la diffusion des sciences du temps d'Alembert, j'ai tout d'abord un peu reculé en me disant le sujet est vaste parce que lorsque l'on dit diffusion, c'est envisager non seulement les mécanismes de cette diffusion, mais aussi le résultat de cette diffusion. Et vous l'avez entendu ce matin, une diffusion qui a été large dans de très nombreux domaines et dans un sens de l'universalisme assez prononcé. Alors, ce que l'on va faire, si vous voulez bien, c'est dans un premier temps de voir effectivement les acteurs de cette diffusion. Après, de façon très synthétique, d'étudier, on pourrait étudier bien des choses, mais j'ai privilégié 3 thèmes bien particuliers dans des ordres différents de diffusion des sciences au temps d'Alembert, et puis dans une simple diapositive de conclusion, d'essayer de replacer cette évolution dans l'histoire générale des sciences et d'essayer d'en comprendre la dynamique. Ce portrait, vous l'avez déjà vu ce matin, il est tout à fait plaisant, hein, dans tous les sens du terme, artistique et reflétant une personnalité extrêmement riche. Et nous allons donc voir, dans un premier temps, les acteurs. Alors les acteurs de la diffusion des sciences depuis le Moyen-Âge, depuis le concept d'université, c'était ou ça aurait dû être les universités. Malheureusement, les universités du XVIIIe ne sont plus ce qu'elles ont été à d'autres périodes, par exemple au XIIIe siècle, et j'ai voulu vous donner un témoignage. Ce témoignage, c'est celui de ce chimiste, mais dont il ne faut pas oublier qu'au départ, venant de son Gévaudan natal, il est venu étudier la médecine à Montpellier, il a passé un doctorat de médecine, et dans ses mémoires, il nous fait un petit résumé de l'appréciation qu'il a de la faculté de médecine de son temps. Et vous voyez, c'est pas très élogieux. Venel, en haut à gauche, Venel, habile chimiste, il professait l'hygiène. René nous récitait quelques pages de Macaire pour toute chimie. Barthès y enseignait l'anatomie. Et Gouan faisait des leçons sur la matière médicale en sorte que personne n'était à sa place. Et en fait, personne n'était à sa place, non pas simplement parce que les chaires étaient plus généralistes, mais que l'histoire interne de la faculté est un bref résumé de l'histoire des relations humaines. Et ça a été, je vous en donnerai quelques exemples, assez difficile à cette époque-là. Et de façon générale, effectivement, le monde universitaire est un peu, on pourrait dire, je ne dirais pas en déshérence, parce qu'il y a des personnalités riches. Venel, par exemple, est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et Barthès, n'en parlons pas, mais ça, je vous en reparlerai après. Mais il est certain que ce n'est pas forcément en tant qu'universitaire qu'ils ont pu conquérir la gloire qui leur est restée. Alors, associé aux universités, il y a un certain nombre d'entités que l'on pourrait appeler para-universitaires. Alors, restons toujours aussi chauvins que nous l'avons été depuis le début. Commençons à parler de Montpellier et bien sûr le Jardin des Plantes. Jardin des Plantes qui est le plus ancien de France, fondé par Henri IV en 1593. Jardin botanique officiel. Vous en avez ici une représentation du premier état de la montagne de Richer, celle qui sera ravagée en 1622 par le siège de Montpellier. Et ce jardin, bien sûr, garde au XVIIIe siècle une renommée importante et est un lieu actif d'enseignement, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour le grand public. C'est une œuvre de diffusion générale de la culture. Et cette mission avait été d'emblée l'idée du fondateur Richer de Belleval, et au XVIIIe va se poursuivre avec de très grands noms. Vous avez par exemple le nom de Pierre Magnol, qui est suffisamment célèbre pour avoir donné son nom, ou du moins qu'on ait donné son nom aux Magnolias et aux Magnoliacées. Pierre Magnol, qui a vécu exactement les mêmes dates que Louis XIV, 1638-1715. Pierre Magnol qui va introduire, par exemple, le concept de famille dans la botanique, et c'est une avancée conceptuelle énorme, et qu'il va transmettre à un certain nombre de botanistes qui iront animé, si l'on peut dire, le Jardin du Roi de Paris après sa fondation, donc dans le courant du XVIIe siècle. Magnol, donc, va avoir un certain nombre de successeurs. Magnol n'est pas professeur de botanique, on va y revenir dans un instant, mais il se passionne pour la botanique tout en enseignant, on pourrait dire, la médecine interne, si ce terme avait un sens à l'époque.
Et vous avez un autre personnage, tel que Boissier de Sauvage, qui aura très temporairement un brevet d'enseignant de botanique sans être titulaire de la régence de botanique, et qui lui aussi va être dans une autre chaire, la chaire dite de médecine des pauvres, mais qui se passionnera pour la botanique, et qui va être un correspondant actif de gens comme Linné. Alors ça, c'est un portrait classique de Linné, ça c'est un portrait de Linné déguisé en lapon, hein, c'est quand même un peu plus, ça donne une note un peu plus exotique. Et le Boissier de Sauvage va animer et va être un des représentants de cette culture du XVIIIe extrêmement ouverte, avec un très grand nombre de correspondants, et la correspondance entre Boissier et Linné va faire que le nom de Montpellier ou le nom de Montpellierin va être donné à un nombre non négligeable de taxons de botanique. Et nous essayons actuellement sur un programme du jardin de reconstituer à visée pédagogique cette flore extrêmement riche. Et Boissier s'intéressera à beaucoup de choses. Vous avez ici, par exemple, un rapport sur l'analyse des eaux de la ville d'Alais, comme on disait à l'époque, qui était sa ville d'origine. Alors en fait, je vous ai dit, il y a une certaine dégénérescence des universités. Cette dégénérescence, elle est liée, on peut dire, à un certain nombre de caractéristiques qui sont présentes dans toute la société de la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire notamment le népotisme. Et pour ce qui est de la botanique, eh bien, vous avez une véritable chaire héréditaire, parce que le fondateur, Richer de Belleval, nommé par Henri IV comme professeur d'anatomie de botanique, l'anatomie d'ailleurs, il a tout de suite laissé de côté, mais de botanique, va, si j'ose dire, refiler sa chaire à son neveu, Martin, qui va devenir en plus chancelier de l'université de médecine, c'est-à-dire l'équivalent de doyen aujourd'hui, et lequel Martin va lui-même la transmettre à un premier neveu, puis à la descendance de celui-ci, etc., etc., pour aboutir au dernier représentant au milieu du XVIIIe, qui va mourir sans enfant à l'âge de 24 ou 25 ans, ce qui permettra de renouveler un petit peu les cadres, mais ce qui veut dire que, par exemple, le cancellariat de l'université de médecine sera aux mains de la même famille depuis le début du XVIIe siècle, jusqu'au milieu du XVIIIe. Et ce n'est qu'au milieu du XVIIIe que, et avec un certain nombre d'alliances célèbres, avec par exemple celle de quelqu'un dont on se souvient du nom assez facilement, hein, Pierre Chirac, qui sera donc allié à la famille des Chicoineau, dont un Chicoineau épousera la fille, et qui est premier médecin de Louis XV. En effet, l'université de médecine, toute, on pourrait dire, en dégénérescence ou déshérence scientifique qu'elle a pu être à certains moments, ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu des personnalités scientifiques de premier rang en son sein, mais de façon générale et collective, va quand même donner la plupart des médecins du roi, c'est-à-dire en fait des gens qui ont en charge l'ensemble de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'administration de la santé et de l'enseignement de la médecine. Mais je vous disais, au-delà de la famille Chicoineau, eh bien, à la fin du siècle, Humbert va pouvoir donc accéder au cancellariat après 150 ans de règne de la famille Chicoineau, et Humbert exerçant dans un milieu universitaire, on pourrait dire, relativement mouvementé, avec toutes les querelles, même au-delà de ce qui a pu se passer à d'autres époques et même au-delà de ce qui peut se passer par moment aujourd'hui, Humbert donc trouvera très utile de prendre comme survivancier, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire celui à qui déjà a été promise la succession, un personnage dont nous reparlerons à la fin, qui n'est autre que Barthès. Alors Humbert est à couteau tiré avec ses collègues, il impose Barthès, qui est aussi à couteau tiré avec ses collègues, et bien sûr Barthès et Humbert sont à couteau tiré entre eux, à tel point que Humbert va, comme c'est l'usage à l'époque, à partir d'un certain moment, faire carrière à Paris. Barthès est sur place, est intendant du Jardin des Plantes, et lorsque Humbert revient, il ne trouve rien d'autre que de faire condamner en justice Barthès, le faisant condamner à la jection de ses meubles sur le carreau pour qu'il évacue l'intendance, qui est la résidence officielle du directeur du Jardin des Plantes et qui, je l'espère, va revenir prochainement dans le giron de celui-ci. Mais je vous l'ai dit, donc, les médecins de l'époque, les professeurs de médecine de l'époque sont, on pourrait dire,
jouent aux grands personnages. D'abord, très souvent, ils passent leur doctorat en droit et ils deviennent souvent conseillers à la Cour des aides. Et puis, ils vont à Paris et ils cherchent à devenir des médecins des grands. Et ça n'empêche qu'ils posent aux grands seigneurs. Voici par exemple l'ordonnance que nous, Paul-Joseph de Barthès de Marmorières, va signer en son hôtel de Paris pour porter règlement du Jardin des Plantes. Autrement dit, vous comprenez que les préoccupations scientifiques, pour beaucoup d'entre eux, sont un peu au second plan et que ce qui compte pour ces personnages, alors c'est vrai en médecine, le cursus en sciences est un petit peu plus complexe à l'époque, mais qui indiscutablement dévalorise un peu la filière universitaire. En pendant du jardin de Montpellier, il y a le jardin de Paris. Le jardin de Paris, qui, je vous l'ai dit, va être fécondé par la pensée montpelliéraine à travers de gens comme Tournefort, comme la famille de Jussieu, par exemple, et qui va trouver, dans le courant des XVIIIe, là aussi un grand personnage, mais qui est un peu l'illustration de ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. C'est un nom célèbre, Buffon. Buffon qui fait carrière, qui est responsable du Jardin du Roi de Paris, qui a des qualités indiscutables, y compris scientifiques, mais qui joue aussi et surtout au grand seigneur en se mettant un peu de plein pied avec toute l'aristocratie de l'époque. Et vous avez ici donc une représentation de son œuvre majeure, l'histoire naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du roi. En effet, les collections du roi sont annexées à ce jardin des plantes de Paris, ce qu'on appelle à l'époque le jardin du roi. Et ce jardin du roi, il va y avoir un certain nombre de personnages qui vont y enseigner, notamment à la fin du XVIIIe, on tombe sur une forte personnalité, comme celle de Lamarck que vous avez ici, mais ceci est vraiment à la fin de la période qui nous intéresse. Alors, structure annexe de l'université, on a vu les jardins des plantes, eh bien, il y a aussi l'histoire de la chirurgie. À la fin du Moyen-Âge, médecine et chirurgie divergent. Médecine et chirurgie divergent, et c'est quelqu'un comme Lapéronie, qui est un Montpelliérain, qui devient premier chirurgien de Louis XV, qui obtient de celui-ci la création des collèges royaux de chirurgie pour refaire de la chirurgie une vraie discipline universitaire au sens strict du terme, et grâce à son héritage, de faire bâtir l'hôtel Saint-Côme, qui va abriter le collège royal de chirurgie de Montpellier pendant une vingtaine d'années à la fin du XVIIIe siècle. Toujours dans les structures annexes de l'université, il faut toujours parler du Collège royal, futur Collège de France, et déjà on commence à parler du Collège royal de France. Celui-ci avait été fondé par François Ier, justement pour déjà à l'époque contourner le blocage de l'université et pour être un lieu vraiment d'échange, de recherche et d'enseignement libre et sans cursus prédéterminé. Et en fait, ce collège royal, au XVIIIe, on comprendra un certain nombre de personnages par ailleurs importants, tels que Daubenton par exemple, mais on ne peut vraiment pas dire qu'au XVIIIe, il va avoir l'équivalence en prestige de ce qu'il a pu avoir à la Renaissance ou de ce qu'il aura au XIXe siècle, par exemple, avec Magendie ou Claude Bernard. Et ce collège royal, donc je vous le cite pour mémoire, et toujours pour poursuivre ces acteurs de la diffusion, il faut en venir à quelque chose qui devient beaucoup plus actif, par contre, dans cette transmission du savoir, et qui sont des véritables chaires publiques qui sont fondées par des institutions et à visée d'un enseignement extrêmement large et général. Et on ne peut pas ne pas penser à ce que va faire Monseigneur Dillon, archevêque de Narbonne et à ce titre président des États de Languedoc, qui va créer une chaire de chimie, cette chaire de chimie dans laquelle nous allons retrouver ce Jean-Antoine Chaptal dont nous avons parlé. En effet, Chaptal, après l'obtention de son doctorat en médecine et malgré sa famille, notamment son oncle qui aurait bien aimé lui voir prendre une orientation clinique, Chaptal va s'orienter vers la chimie et vers la chimie industrielle. Et Chaptal est vraiment une des incarnations de l'esprit scientifique de l'époque, on l'a dit ce matin, c'est-à-dire un esprit qui n'est pas fermé aux spéculations théoriques, mais qui reste extrêmement ouvert à l'application pratique et notamment à l'application industrielle. Chaptal va ouvrir, par exemple, dans ce qui est le quartier Chaptal aujourd'hui de Montpellier, l'usine de la paille et un certain nombre d'autres usines qui feront sa fortune, au moins temporairement, jusqu'à ce que son fils ne le ruine à la fin de sa vie, mais ceci est une toute autre histoire.
Donc on a vu les universités, un certain nombre de structures annexes ou autour de l'université. D'ailleurs, le cours de Chaptal sera en partie lié à ceux dont je vais vous parler maintenant, et dont c'est vraiment l'âge d'or, c'est-à-dire l'âge académique. Les premières académies vont être fondées officiellement au XVIIe siècle. Vous savez le destin de la création, enfin la genèse de la création de l'Académie française à l'occasion de la querelle du Cid par Richelieu. L'Académie des sciences de Paris va être fondée par Louis XIV à l'instigation de Colbert pour associer tous les beaux esprits de la capitale, mais le mouvement académique, au XVIIIe, va vraiment se répandre partout. Va se répandre partout, et notamment dans un certain nombre de villes. Et la Conférence nationale des académies actuelles regroupe les descendantes de ces académies, l'Académie de Nîmes qui est parmi les plus anciennes, l'Académie de Montpellier qui va dater la Société royale des sciences plus exactement, qui est sa dénomination exacte à l'époque, qui va être fondée en 1706 et à qui on donnera droit de séance réciproque avec l'Académie des sciences de Paris. Et cette idée, c'est de regrouper dans toutes les villes du royaume d'une certaine importance ou d'une certaine tradition ou d'un certain patrimoine, de regrouper des esprits savants dans un but pluridisciplinaire, en dehors de tout cursus de type universitaire et librement ouvert à la discussion et aux échanges de ville à ville. Et ce mouvement académique revêt dans la diffusion des sciences au XVIIIe une place absolument centrale. À Montpellier, par exemple, cette académie qui va siéger dans un certain nombre de structures, et en dernier, pour les 20 dernières années du siècle, avant la Révolution, à l'hôtel de Guilleminer, dans la rue de l'Aiguillerie actuelle, et donc vous voyez ici le fronton, en rappelant cette vocation universitaire. Ces fondations académiques sont des personnalités morales, et des personnalités morales qui sont relativement bien dotées, qui ont bibliothèque, qui ont instruments, qui ont également des projets immobiliers. Par exemple, à Montpellier, la surélévation de la tour de la Babotte, que vous voyez ici. Alors, ne retenez pas cette gravure, ce dessin qui est totalement non conforme à la réalité, puisqu'il représente l'essai du premier, ce qui aurait été le premier parachute par le Normand en 1783, événement en l'espèce et tel que décrit ici totalement apocryphe, mais ceci pour vous montrer donc à la fois on peut dire l'importance au sein de la cité de la fondation académique et également l'orientation des travaux qui, comme on l'a dit, est vraiment très ouverte sur l'ensemble des différents aspects pratiques de la cité. Alors ces académies, vous en avez dans les différentes villes. Et on pourrait en citer de très nombreux exemples. J'ai voulu, parmi bien d'autres, vous montrer ce personnage qui, dans la tête telle qu'elle ne vous dira peut-être pas grand-chose, que vous reconnaîtrez peut-être mieux ici, et qui n'est autre que Montesquieu. Montesquieu, en effet, va entrer à l'Académie de Bordeaux, et les premiers travaux de Montesquieu, premiers travaux entre guillemets sérieux de Montesquieu, sont des travaux académiques. Et des travaux académiques qui ne sont pas des ouvrages de droit ou de philosophie du droit, pas du tout. Ce sont des ouvrages qui sont très largement axés sur les sciences. Axés sur les sciences, c'est-à-dire qu'il va lui-même raconter dans des essais d'histoire naturelle qu'il a disséqués, qu'il a observés, comme l'avait fait d'ailleurs à titre privé, on pourrait dire, Descartes au siècle précédent. Mais Montesquieu qui va également, par exemple, dans son mémoire sur l'usage des glandes rénales ou sur l'écho, colliger les résultats des concours proposés par ces académies. Et là aussi, les concours scientifiques sont des éléments capitaux de la progression des connaissances, du savoir et de la diffusion et de l'émulation scientifique du XVIIIe. Alors, il y en a des exemples qui ne sont pas strictement scientifiques, mais qu'on ne peut pas ne pas citer. Vous avez Jean-Jacques Rousseau qui va répondre, on l'a cité ce matin, à 2 concours de l'Académie de Dijon. L'un sur l'origine des sciences et des arts, discours sur les lettres, les sciences et les arts. Le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes sont directement issus
de ses travaux académiques, même si Rousseau n'a pas été couronné. Et vraiment, on peut dire que le mouvement académique est un mouvement de stimulation et de diffusion extrêmement puissant au XVIIIe siècle de la diffusion des sciences. Et puis je vous ai mis en bas et à gauche quelqu'un qui va répondre à un concours de l'Académie de Berlin, parce que ce qui se fait en France se fait bien sûr aussi dans les différents pays d'Europe. Et Rivarol donc va gagner dans les dernières années avant la Révolution une réputation d'ailleurs méritée avec son discours sur, par exemple, sur l'universalité de la langue française. Alors ces travaux académiques sont diffusés, bien sûr. Vous avez ici une représentation d'une édition du premier tome des mémoires de mathématiques et de physique de la Société royale des sciences de Montpellier. Il y aura aussi des journaux scientifiques. Je vous ai mis le journal des savants ici. Et puis il va y avoir des journaux largement diffusés et qui le sont dans un esprit, on pourrait dire, plus polémique. On a parlé ce matin de la République des lettres, mais qui est une république par moments extrêmement armée, intellectuellement pugnace. Et vous avez des journaux tels que le journal de Trévoux, ici, qui est édité dans la principauté souveraine de Dombes. Et ce journal de Trévoux, qui est aux mains des jésuites, jusqu'à ce que ceci soit supprimé, ce journal de Trévoux, qui est la voix des jésuites et la voix, on pourrait dire, de l'anti-république officielle des lettres, qui s'est constituée autour de l'encyclopédie notamment, et qui fait l'objet d'attaques extrêmement virulentes. Alors il y a d'autres journaux, il y a les nouvelles ecclésiastiques, par exemple des jansénistes, qui ont une connotation beaucoup moins scientifique, mais le monde de l'édition au XVIIIe est extrêmement actif, et n'oubliez pas d'autre part qu'il existe en France une censure et qu'une grande partie de l'édition, lorsqu'elle porte sur des sujets, on pourrait dire sensibles, va se faire quelquefois sous une fausse marque à l'étranger et notamment aux Pays-Bas. À côté de ces institutions académiques, qui, je le répète, sont extrêmement importantes, eh bien, vous avez des individualités puissantes qui animent tout ceci, y compris dans les villes de province, et même, on pourrait dire, presque surtout dans les villes de province. Je vous affiche ici le président Bouillet. Alors, le président Bouillet, donc, qui est au Parlement de Dijon, qui, lui, est plus, on pourrait difficilement le qualifier de scientifique, si on restreint les sciences à ce qu'on appellerait usuellement les sciences, mais qui est un érudit, un numismate, un collectionneur de manuscrits. Pourquoi est-ce que je voulais citer? Eh bien, tout simplement parce que le président Bouillet va avoir une collection de manuscrits notamment extrêmement riche, qui, après sa mort, va passer à l'abbaye de Clairvaux, qui sera confisquée à la Révolution. Et après la Révolution, et grâce à Chaptal, un certain nombre de ces plus précieux manuscrits va être entreposé à la faculté de médecine. Et lorsque vous visiterez la faculté de médecine, vous verrez un certain nombre de manuscrits qui sont issus de la collection de Bouillet, qui est un peu un emblème de ce qu'a pu être la culture et la science du personnel parlementaire au XVIIIe siècle. Et puis je vais vous citer un autre personnage, alors celui-là qui est plus de chez nous, Jean-François Séguier. Jean-François Séguier est nîmois, destiné initialement à être juriste, mais qui se passionne pour les sciences naturelles, avec Pierre Beau, par exemple, qui est aussi un botaniste amateur de Nîmes, qui vient s'instruire à Montpellier, au Jardin du Roi, etc. Et Pierre Beau qui va à Nîmes rencontrer un Italien illustre, Scipione Maffei, qui a déjà été l'auteur d'une tragédie qui a inspiré Voltaire, Mérope. Et Maffei, qui le prend un peu pour son secrétaire, parce qu'il y a quand même un certain décalage, comme vous le voyez, en termes d'âge, et qui est un noble et illustre personnage italien, eh bien, il va le prendre plus qu'à son service, à son amitié, pourrait-on dire, et ils vont faire le périple d'un certain nombre de villes pour ce qu'on appelait à l'époque le Grand Tour, que beaucoup de jeunes, plus jeunes que l'était Maffei à l'époque, mais enfin, un certain nombre de jeunes bien nés, intellectuellement du moins, faisaient à l'époque en visitant dans chaque ville les collections, les cabinets de curiosité, les érudits locaux. Et après, Maffei et Séguier vont se fixer à Vérone. Et Séguier va y vivre pendant 20 ans, plus de 20 ans, où il va refaire des collections, etc. Et au bout de 20 ans, à la mort
de Maffei, il revient à Nîmes et il va à Nîmes faire des travaux d'abord on pourrait dire, d'archéologie et de numismatique. Par exemple, c'est lui qui va arriver à déchiffrer l'inscription qu'il y avait au départ sur la maison carrée, tout simplement en positionnant les traces d'implantation des lettres qu'il y avait au départ. Il reproduit l'inscription latine originelle. Il va se passionner, faire des expéditions de botanique, aura des collections d'histoire naturelle, des collections d'histoire et d'anciennes médailles, plaques, etc., qu'il va stocker dans l'hôtel qui s'est fait bâtir à Nîmes, qu'il va d'ailleurs intituler l'hôtel de l'Académie. Il va léguer tous ses biens à l'Académie de Nîmes et il va pendant plus de 20 ans sur Nîmes accueillir les savants et les nobles étrangers qui passent. Et par exemple, vous avez, sur ce travail qui est récent, vous avez un peu le réseau des correspondants répertoriés. Il y en a eu, je crois, 4102 qui sont passés dans son cabinet de Nîmes. Tout est archivé. Et vous voyez la diffusion qu'il y a pu y avoir auprès de cet érudit, mais qui est tout à fait emblématique de ce qu'était le fonctionnement de la République des Lettres, comme on l'a dit ce matin, à l'époque. Alors, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de personnages féminins se sont illustrés. On ne peut pas ne pas évoquer la mémoire d'Émilie du Châtelet, qui, comme vous le savez, a été l'égérie quelque temps de Voltaire, qu'elle a d'ailleurs trompé, avec la réflexion de Voltaire, un clou chasse l'autre, puisque ça a défilé un petit peu par la suite. Et la pauvre Émilie, qui est morte en couche, après un enfant dont le père était le poète Saint-Lambert. Émilie du Châtelet, comme vous le savez, a été un des grands relais de la pensée de Newton au XVIIIe siècle et à un niveau scientifique qu'elle n'exerçait pas sans un certain pédantisme, mais en disant bien qu'on était finalement dans un milieu intellectuellement très, très ouvert. Et bien sûr, l'évolution de tout ce milieu va se concrétiser, autre lieu de diffusion de savoir, dans les salons. Vous avez ici la représentation du salon de Madame Geoffrin, mais il y a bien d'autres salons qui se développent, et notamment, outre Madame du Défend, etc., le salon de Julie de Lespinasse, qui était l'égérie platonique, paraît-il, dit-on, de d'Alembert, mais vous savez que les liens ont été extrêmement étroits. Alors dans ce salon, on fait de la science. Alors on ne fait pas forcément de la bonne science, mais on fait de la science, on fait de la microscopie avec des microscopes qui sont de véritables œuvres d'art, qui ne sont pas des instruments d'optique extrêmement performants. Ce n'est qu'au début du 19e qu'on aura avec les lentilles achromatiques et ensuite avec les techniques de coloration vraiment de quoi faire de la vraie microscopie qui puisse vraiment faire avancer la science. Mais on fait des démonstrations de petites bestioles et tout ceci, bien entendu, donne à tout ce petit monde je dirais une teinte d'un certain esprit scientifique. Et puis on se passionne aussi pour l'électricité, avec, vous voyez, ce petit quatrain, je le sais, où se trouve au mieux cette vertu presque magique, savamment nommée électrique. Jeune beauté, c'est dans vos yeux. Hein. On est à la fois dans le marivaudage et dans une certaine conception de la science. Et puis, il y a aussi des structures, on pourrait dire, de sociabilité. Alors, bien sûr, c'est l'époque où va s'implanter durablement dans le paysage intellectuel européen la franc-maçonnerie, hein, vous l'avez ici. Mais il y a d'autres lieux de sociabilité, et ces lieux de sociabilité qui pourraient, à nos yeux, paraître incompatibles, ne le sont pas du tout à ceux de l'époque. Ce personnage, Cambacérès, qui commence sa carrière ici comme juriste, est bien sûr un éminent franc-maçon, mais il est aussi un prévôt des pénitents blancs. Et les pénitents sont aussi des lieux, notamment dans le Midi, des lieux de convivialité, des lieux de sociabilité. Et par exemple, dans les tenues encore d'aujourd'hui des pénitents blancs, il y a ces manchettes de dentelle qui avaient été créées spécialement pour que l'on ne puisse pas identifier le rang social des pénitents, et puisque ce sont des lieux où justement prévaut, en partie bien entendu, mais en partie le même esprit que dans celui des loges maçonniques. Alors après avoir vu ces différents acteurs, ces différents milieux, ces différents circuits, voyons l'application. L'application, je vous en donnais trois. Première, on a parlé de la variolisation. La variolisation, en quoi est-ce que cela consiste? Ça consiste à inoculer
de la variole venant d'un sujet qui a fait une variole considérée comme peu grave, de façon à ce que, faisant lui-même une variole peu grave, il soit définitivement prémuni. Et en Europe, alors que l'idée vient d'Extrême-Orient, c'est Lady Montagu, qui est la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, qui va introduire en Occident cette technique, et alors que le monde anglo-saxon l'accepte assez rapidement, en France, ça va devenir vraiment un étendard des Lumières. Et on est éclairé si l'on se fait varioliser. Il y a une part idéologique dedans, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la variolisation, ça ne manque pas de danger, parce que c'est quand même de la variole que vous inoculez, que le virus a une virulence qui peut varier, que beaucoup de gens vont mourir de variolisation. Et puis, mais l'idée est, nous maîtrisons la technique, et donc, il faut faire progresser la science. Alors, probablement, il y a eu une certaine efficacité. Louis XVI a été variolisé, il a fait varioliser ses enfants, pour donner l'exemple. Et c'est un combat qui est emblématique. C'est un combat emblématique, mais qui va finalement aboutir, comme vous le savez, à la découverte de la vaccination, c'est-à-dire de se rendre compte qu'une maladie de la vache, du pis de la vache, la vaccine, dans vaccine vous trouvez vaca, la vache, et bien que ces pustules que les vachers contractés en trayant les vaches, les protégeaient contre une autre maladie qui était la variole. Donc, et c'est Jenner qui, en 1798, fera les premières publications, mais il y a tout un substratum auparavant. Et dans ce substratum, il y a notamment un gardois, Rabot-Pommier, le frère de Rabot-Saint-Étienne. Rabot-Pommier qui lui aussi avait constaté que la picote, comme il disait, comme on disait à l'époque en France, protégeait contre la variole. Et il y a des diffusions plus ou moins occultes qui se font, et ce n'est que très progressivement que les idées de Jenner vont progresser. Vous avez ici un tableau de Boilly qui date de 1807, si vous vous rappelez bien, sur la variolisation. Ce n'est pas la vaccination va s'implanter progressivement pour être définitivement adoptée dans les années 1830-1840. Deuxième thème, la chimie, après la variole. Revenons à Chaptal. Chaptal va être, je vous l'ai dit, très actif dans la chimie, on pourrait dire industrielle, la chimie appliquée. C'est-à-dire qu'il va s'éloigner de ce qu'avait fait Stahl avec le phlogistique, cette vertu un peu mystique, si l'on peut dire, qui expliquait un certain nombre de réactions. Et je vous l'ai dit, il était un peu un disciple de Macquer, il sera un disciple de Lavoisier, très précocement. Et puis, il va être en lien avec beaucoup de chimistes qui vont se retrouver dans le salon de la femme, la veuve plus exactement, d'Helvétius, dont on parlait ce matin, dans le salon de Madame Helvétius, où il fréquente, et notamment où fréquente aussi des gens comme Lavoisier, et où finalement cet esprit de cénacle scientifique se transmettra dans une autre société qu'on appelle la société d'Arcueil, qui, elle, va se constituer surtout comme milieu d'opposition politique et scientifique sous le Premier Empire, autour de personnages comme Berthollet, qui a été très proche de Chaptal. Et avec également quelqu'un comme Fourcroy, qui a joué un rôle énorme, bien que chimiste, en plus d'être chimiste, dans les réformes, dont je vous dirai un mot dans quelques instants pour conclure. Dernier point, dernier chapitre, troisième axe de diffusion des connaissances et de la diffusion des sciences et des idées scientifiques dans le domaine des doctrines médicales. En effet, en médecine, on va avoir tendance, lorsque les sciences progressent, à se dire que finalement l'être humain n'est qu'une mécanique. Et des auteurs comme Bourrave, par exemple, le diront, un peu à la suite de Descartes et Malebranche, avec leur idée de l'animal-machine, dont vous avez un témoin dans le Canard de Vaucanson, que vous avez ici, de cet automate du XVIIIe, qui prétend reproduire la vie d'un canard normal. Et la métrique qui dira, finalement, l'âme dont parlait Descartes, on n'en a pas besoin, l'homme n'est qu'une machine. Pour lutter contre ça, Stahl va dire non, pas du tout, c'est l'âme qui est le responsable de la vie. Et puis Haller va commencer à dire mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu spécifiques par rapport aux sciences dures, si on peut dire, dans le domaine de la vie. Et Théophile de Bordeaux va former à Montpellier, mais qui va exercer
à Paris et qui va se lier de très près au milieu encyclopédiste, puisqu'il va être l'ami de Diderot, il va être l'ami de d'Alembert, et que Diderot, on en a dit un mot ce matin, le met en scène avec Julie de Lespinasse dans le rêve de d'Alembert. Bordeu, lui, va dire, ben non, les phénomènes vivants, ils répondent à une propriété particulière qui est la sensibilité, et cette sensibilité ne s'explique ni par la physique, ni par la chimie. Elle est une propriété de la vie, ce qui n'empêche pas que cette propriété de la vie, je peux l'expliquer, je peux l'exploiter sur un mode scientifique. Et le vitalisme, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va naître au courant, au contact de l'encyclopédie. Et je vous parlais du rêve de d'Alembert, eh bien il dialogue, et d'ailleurs on l'a dit ce matin, tant Julie de Lespinasse que vous avez ici, que d'Alembert et que Bordeu ont très mal pris qu'on les mette en scène à leur insu dans le rêve de d'Alembert. Alors, bien sûr, il y a d'autres personnages qui vont graviter dans ce courant vitaliste. Vous allez avoir Fouquet qui contribue lui aussi à l'encyclopédie avec l'article « Sensibilité » de l'encyclopédie, qui est, d'un point de vue intellectuel, extrêmement important pour expliquer justement le rôle de cette sensibilité dans la genèse ou dans la caractéristique de la vie. Et puis Barthès, mais on n'a pas le temps de le détailler, qui va donner une inflexion particulière il n'est pas le lieu de détailler ici, mais tout ceci pour montrer qu'il y a une diffusion de proche en proche et une des modalités de diffusion de la pensée scientifique au XVIIIe siècle. Barthès qui sera lui aussi un des contributeurs de l'encyclopédie, notamment avec l'article Femmes. Alors, pour la petite histoire, il s'est heurté lui aussi à des accusations très contemporaines de harcèlement. Mais bon, ça n'a pas empêché lui aussi d'écrire sur la femme dans l'encyclopédie. Alors pour conclure, je voudrais juste essayer de comprendre un certain nombre de choses. Si vous comparez le XVIIe et le XVIIIe, beaucoup d'acteurs et beaucoup de structures sont les mêmes. On dit les universités sont sclérosées. Eh bien, Guy Patin sera le modèle du docteur Diafoirus pour Molière. De l'autre côté, vous avez l'un des Chicoineaux qui fera révoquer son collaborateur Dédier lors de la peste de Marseille parce que Dédier avait l'outrecuidance de prétendre que la peste était contagieuse. Il n'y a pas de grand changement. Les salons, vous avez le salon de Madame Geoffrin, mais vous avez aussi le salon de l'hôtel de Rambouillet au XVIIe. Je vous ai parlé de Jean-François Séguier, mais vous avez des gens comme Peresque au XVIIe siècle, conseiller parlementaire à Aix, qui a aussi des collections exactement le même fonctionnement. Et bien finalement, le personnage d'Alembert que vous avez au centre explique bien un peu la différence qu'il y a entre ces deux siècles qui ont pourtant des acteurs extrêmement proches. C'est qu'il y a une vision de la science en tant que, on pourrait dire presque de substitut à la philosophie du siècle précédent, la philosophie et la théologie du siècle précédent. Et il y a aussi le fait que d'Alembert incarne pleinement le mouvement académique et que ce mouvement académique est au centre même, je pense, de l'évolution des connaissances et de la diffusion des sciences au XVIIIe. Il y a une comparaison d'Henri Atlan que j'aime beaucoup qui veut dire la caractéristique de la vie, c'est être entre le cristal et la fumée. Le cristal, c'est ce qui est inaltérable, qui ne bouge pas, qui est mort finalement. Et la fumée, c'est ce qui se dilue tellement qu'on n'y reconnaît très vite plus rien. Et la vie, c'est ça, c'est entre le cristal et la fumée. Et le XVIIIe, au cours de son évolution scientifique, a trouvé en d'Alembert un peu un équilibre entre les deux. Malheureusement, la fumée a progressivement prévalu. Et 10 ans après la mort de d'Alembert, que fait la Convention? Elle supprime les universités, mais elle supprime aussi les académies, et elle dit aussi la République n'a pas besoin de savants. Et donc, il y a toute une évolution qui se fait, et on peut dire que dans la diffusion des connaissances au XVIIIe, la personnalité de d'Alembert est vraiment centrale, emblématique et extrêmement sympathique. Je vous remercie de votre attention.